Bienvenue dans les Chroniques de Maths, nouvelle vidéo pour vous parler d'un Marvel Icons chez Panini que je viens de lire il y a quelques jours et j'avais envie de revenir un petit peu dessus. Il y a du bon et du moins bon. Je vais du coup vous parler de ce qui m'a le plus plu en termes d'épisodes dedans et juste vous parler de la toute fin de ce Marvel Icons que je ne trouve pas très pertinente. Mon avis sans spoiler est que si vous arrivez à le trouver en occasion dans les 25 euros, c'est une très bonne affaire. Si vous arrivez à le trouver dans une boutique en neuf à 36 euros, ça va, c'est correct. Mais surtout, l'omnibus à 50 euros, non. Je pense que les récits à l'intérieur ne valent pas du tout 50 euros, même si le format omnibus a une qualité de fabrication bien supérieure au Marvel Icons. 50 balles pour 400 pages et quelques. Pour ce genre de récit, sachant que vers la fin, les deux derniers épisodes sont vraiment très mauvais à mon sens. Bref, maintenant je vais rentrer du coup dans la partie un peu plus spoiler. Je vais quand même essayer de rester relativement vague. Euh, je vais commencer par la fin. Non, je vais commencer par le début, par le sommaire. Cet Icons est composé du coup de 5 petites séries qui sont toutes faites, il me semble, par McFarlane, même si j'ai un petit doute sur les deux derniers épisodes qui s'appellent Sabotage. Je, j'ai vraiment un doute, ou alors la personne qui a ancré, etc. Le dessin est très particulier en fait. Je suis pas sûr que ce soit vraiment McFarlane, ou alors il s'était cassé le bras au ski, ou il y a quelque chose. Je vais commencer du coup par Sabotage que je trouve complètement, complètement inutile. Je trouve ça complètement inutile parce qu'en réalité, ces épisodes, donc déjà, voilà, il faut les lire dans le sens là. Je ne comprends pas l'intérêt, donc du coup, vous n'allez pas pouvoir profiter sur la vidéo des dessins. Euh, En fait, si vous voulez, c'est un genre de crossover avec le Fléau, il y a la X-Force, etc. Je suis encore beaucoup trop néophyte dans l'univers de Marvel pour en réalité en savourer l'intrigue, même s'il s'agit juste de faire pampan la bagarre sur un building. Je trouve ça complètement naze. C'est juste des scènes de destruction et de combat. Je trouve ça très inintéressant. Je comprends pas ce que ça fout dans cet Icons. J'ai l'impression qu'on nous a rajouté en fait quelques pages supplémentaires avec de la bagarre juste pour arriver peut-être à un certain nombre de pages, mais à ce niveau-là, les gars, j'aurais préféré en fait des covers alternatives en pleine page, la biographie de la grand-mère de McFarlane, etc. Enfin, vraiment parce que je trouve ça flingué du cul. Je suis désolé, il n'y a pas d'autre. Voilà. Là, on arrive sur des dessins, les gars. Euh, Qu'est-ce que c'est que ça en fait? C'est pas. Scénario dessin Rob Liefeld. Bon d'accord, bah, j'ai ma réponse. Donc voilà. C'est de la merde, voilà, je suis désolé de le dire comme ça, c'est inintéressant. Et surtout qu'en fait, on arrive dans des épisodes où l'action a déjà commencé, une intrigue est déjà lancée, on ne vous explique rien, il n'y a pas d'édito, il n'y a que dalle, il manque quelque chose, et c'est tiens, allez, pour finir ton Icons, voilà deux épisodes de bagarre. Je comprends pas ce que ça fait là. Choix éditorial très curieux de la part de Panini. Je vais passer maintenant un récit pour le coup qui est beaucoup plus intéressant. Euh, je suis désolé, je vais vous spoiler. Vous avez vu des pages. Ouais, mais quelque part, tu as une vidéo de comics, mec. Donc, forcément, je vais devoir te montrer des pages. Il s'agit en fait de Spider-Man Perception, il me semble. Attendez, je vérifie. C'est pas préparé, hein. C'est Voilà, Perception. Et vous avez, du coup, c'est Spider-Man 8 à 12, donc vous avez 4 épisodes. Et ces 4 épisodes, en réalité, vont commencer avec quelque chose de relativement sordide. Il s'agit, en fait, de... Ah non, ça c'est en 5 épisodes, pardon. En fait, il y a une petite bourgade aux États-Unis qui est frappée par une série de crimes macabres où on retrouve, en fait, des enfants lacérés, mutilés, retrouvés sans vie dans la forêt. Un gamin a même été retrouvé sans ses vêtements, donc on est quand même sur du fourniret, quoi, en fait. Et en réalité, les médias se saisissent de l'affaire. Chaque journal y va de son anecdote macabre, relaye la moindre rumeur pourvu de publier le journal en premier et de vendre un maximum de papier. Vous avez la journaliste Brooks, j'ai oublié son prénom, euh,
je suis pas très familier avec l'univers Spider-Man encore non plus. Je sais que Eddie Brock est un journaliste dans la plupart des itérations du personnage. Là, apparemment, c'est la version féminine. Alors, est-ce que c'est sa nana? Est-ce que dans l'univers de McFarlane, Eddie Brock est en réalité une femme? J'en sais pas plus. C'est pas le cœur de l'intrigue ne se passe pas ici. Par contre, on comprend que Peter Parker et Brock femme. Il va falloir que je retrouve son nom parce que je peux pas l'appeler comme ça tout du long parce que je vais avoir un procès sinon. Euh, Se connaissent professionnellement hein, parce que tous les deux sont journalistes, etc. Et Peter Parker va être envoyé du coup pour couvrir l'événement en fait. Le Daily Bugle veut aussi en fait tirer sa part du marché, vendre du papier, et donc Peter y va, etc. Et en réalité, on va se rendre compte à la manière de quelque chose de tristement réel qui est arrivé en France il y a pas mal d'années, qui était en fait l'affaire du petit Grégory. Et en fait, les médias ont tellement pris en otage l'affaire qu'en réalité, ils ont flingué l'enquête. Ils ont complètement déformé la façon de voir l'épreuve, l'enquête, que ce soit même au niveau de la police. Hein. Tout le monde voyait cette enquête que par le prisme que les médias lui donnaient. Ça a causé énormément de tort en fait au bon déroulement de l'enquête et encore aujourd'hui, du coup, on ne connaît pas la vérité. Et en fait, on a à peu près ce même type de critique qui est donné dans ces épisodes, c'est que les médias en fait exercent une influence si importante qu'en réalité, en fait, des pistes ne sont plus les gens, tout le monde a des œillères et on ne pense plus que d'une seule manière cette enquête. Et on va la penser d'une manière très imagée, c'est qu'en réalité c'est un Sasquatch qui serait l'auteur de tous ces crimes, donc en gros la bête du Gévaudan version américaine. Il s'appelle le Wendigo, je ne sais pas si le Wendigo c'est du lore canadien ou du lore américain, je sais que pour les joueurs de Fallout 76, vous avez toute une partie avec le Wendigo. Je sais plus exactement où ça se passe, mais voilà, c'est en gros, nous en France, on a la bête du Gévaudan, ce genre de choses, et bien aux États-Unis, Canada, ils ont ce type de bête. Et les chasseurs sont sortis, étant donné que apparemment celui qui, voilà, le Bigfoot a tué l'enfant, machin, etc. Des titres vraiment sordides et macabres. Et la presse, du coup, accuse le Bigfoot. Donc, tous les soldats ont sorti leur plus beau Baikal calibre 12 et sont partis, en fait, dans les forêts, faire des battues. Et en fait, ils tirent sur la moindre branche qui bouge. Le souci, c'est qu'en fait, ils flinguent à tour de bras tout ce qui vit dans cette forêt. Et ça va attirer notre ami le Serval, le glouton, Wolverine qui lui est pas d'accord qu'on tue des bêtes comme ça impunément, ça le gonfle. On nous dit qu'il y a aussi des défenseurs de la cause animale qui rejoignent un peu, qui se rajoutent encore à cette histoire qui prend une ampleur médiatique incroyable. Donc ça complique encore l'enquête. Et Wolverine, du coup, lui, va décider d'enquêter. Et en fait, Wolverine va se rendre compte que c'est peut-être pas le Bigfoot qui est l'auteur de tout ça, parce que lui, il s'est pas laissé, entre guillemets, dicter la réalité par les médias, il a décidé d'ouvrir les yeux et de chercher des preuves, ce que la police aurait dû faire. Et il va comprendre qu'en réalité, le Bigfoot n'a rien à voir dans tout ça, parce que le Bigfoot n'a aucun intérêt à déshabiller un enfant. Qu'il le dévore, etc., pourquoi pas, mais déshabiller un gamin et l'enterrer, ça n'a aucun sens pour lui. Et donc, il va enquêter. Spider-Man va, du coup, Peter Parker va enquêter sur l'enquête et à la fois, la nuit, il va revêtir son costume, mais enquêter en tant que Spider-Man, ça me fait énormément penser, du coup, aussi à un récit de Daredevil dont je vais peut-être vous parler un jour parce que j'adore, qui est Daredevil Redemption. C'est incroyable. Bref. J'ai pas envie de vous en dire trop sur cet épisode-là. Il est vraiment bien. Je dirais même que finalement ces 5 épisodes valent peut-être l'achat de cette icône sans occasion. Attention, hein, les autres récits qu'on y trouve dedans, à part la fin qui est daubé de ouf et qui ne sert strictement à rien, tout le reste est relativement bon. Je reviendrai un petit peu sur ça après, mais voilà, j'ai pas envie de vous en dire plus sur cette histoire-là. Je trouve ça très bon, il y a une vraie critique des médias qui est mise en avant. C'est quelque chose qui me parle, c'est quelque chose qui me plaît.
Je vous en dirai pas plus. Je vais maintenant du coup vous parler un tout petit peu de manière très... voilà, je vais un petit peu survoler pour les autres histoires. Les autres histoires sont bien rythmées en termes de dialogue. C'est pas trop verbeux, ça va assez vite. Les dessins de McFarlane, bien que peut-être parfois un peu brouillon, je dois l'avouer, il y a certaines scènes où j'avais du mal à comprendre ce que je voyais parce que McFarlane, vous voyez, a tendance des fois à faire des très gros plans. C'est un des effets de style qu'il utilise, j'ai rien contre ça, mais je trouve que des fois ça peut nuire à la lisibilité parce que Todd McFarlane a une façon très charnelle, charnue, bestiale, animale de représenter les personnages dans les comics, que ce soit par les poses de Spider-Man, que ce soit du coup merde, j'ai mangé son nom. Que ce soit le lézard, ils sont tellement exagérés dans leurs proportions, dans leur animalité, que même quand ils sont pas en gros plan, vous voyez, il a une forme qui est complètement what the fuck. C'est presque une tache avec, on voit les dents, les yeux et les griffes, mais tout le reste du corps, tout est mélangé, tout est très charnel, tout est très. J'ai un peu de mal à trouver mes mots, mais voilà, il y a un petit manque de lisibilité, je trouve, quand il s'agit des personnages et quand il s'agit des créatures, des monstres et des super-héros comme Spider-Man. Et la transition est toute trouvée. Par contre, quand McFarlane dessine des femmes, ça régale. Autre argument de taille pour l'achat de ce Marvel Icons. Voilà. Non mais vous voyez ce que je veux dire. Là, il y a un truc, c'est ça sointe. Et des fois, moi, des fois, quand je lis, je suis vraiment collé au bouquin, surtout quand c'est le soir et qu'il fait un peu sombre, j'ai le nez dedans. Et des fois, je suis obligé de me reculer et de prendre un peu de recul. Et j'essaye d'être moins dans le détail parce que tout est assez. Il y a quelque chose dans le dessin de McFarlane. Moi, ça me plaît beaucoup. Par contre, encore une fois, bonne transition qui se fait toute seule. Je pense que sincèrement que McFarlane, dans la plupart des cas, est un dessinateur qui dessine, qui imagine le chara-design et les arrière-plans et les scènes, et qui après va faire coller l'histoire, va même peut-être tordre l'histoire pour coller à la représentation visuelle des éléments qu'il a envie de nous montrer. Ça m'est venu en lisant l'Icons dans ma tête quand je me m'étais dit, j'avais eu une réflexion beaucoup plus poussée avec des arguments. Là, je vous cache pas que comme rien n'est préparé, hein, on est en direct, j'ai un peu de mal là à vous retransmettre l'idée que j'avais en tête. Mais par exemple, il y a une histoire où beaucoup de personnages ressemblaient énormément à... ils avaient des chara-design que... Alors j'ai lu très 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 peu de Spawn, mais par exemple, il y avait un personnage qui ressemblait énormément à Violator. Je pense que c'est un mec qui, sincèrement, imagine d'abord à quoi ça ressemble et qui après va faire coller et, je répète, parfois tordre l'histoire pour qu'elle corresponde à ce qu'il voulait nous montrer. Et j'ai aucun problème avec ça. On est sur un art visuel, on est sur un art séquentiel, très graphique. C'est une façon de composer, c'est sa vision, c'est sa façon de bosser. Il y en a qui accrochent, il y en a qui accrochent moins. Moi, je me suis laissé porter par l'histoire. Relativement, c'est un bon Marvel Icons, je vais être honnête. Vous voyez, j'ai lu il y a très peu de temps, du coup, le Chronicles Batman 87. D'ailleurs, j'ai revendu les 3 premiers volumes parce qu'en fait, je ne continuerai pas ces trucs pour plusieurs raisons, mais parce que je pense aussi qu'Urban va lâcher cette collection. Bref, c'est pas le sujet, parenthèse close. Mais dans Chronicles, à part Year One et les Annuals, c'était une lecture qui n'était pas difficile. J'étais pas sur les New Teen Titans de Perez, vous voyez, mais c'était pas une lecture fluide. Là, dans ce truc-là, à part les 2 derniers épisodes, c'est quand même du tout bon. Encore une fois, voilà, je vais clôturer la vidéo parce que ça va être trop long, mais je vous recommande malgré tout cet Icons. L'Omnibus, non, les Icons en occasion ou en neuf. Vous allez passer un bon moment, au moins ne serait-ce que visuel, parce que McFarlane a quand même un style, la plupart des gens accrochent, hein. Et je trouve que sur le personnage de Spider-Man, faire ressortir comme ça son côté arachnéen, sa galerie de vilains qui finalement se prête énormément bien à son style. Il y a un des personnages c'est le gobelin, le super gobelin, qui m'a fait penser, c'est un truc de fou, il l'a dessiné d'une manière, il me fait penser au Scarecrow de Batman Arkham Knight. Et waouh, je me suis dit putain, mais là il me fait flipper ce personnage, vraiment, il est diabolique. Bref,
Je recommande ce bouquin à un prix correct, Vinted, Le Bon Coin. Bon, je vais pas vous apprendre où acheter vos comics moins chers, vous, tout le monde le sait très bien. Juste, ce qui m'avait motivé à acheter ce bouquin, c'était parce que j'avais acheté dans la collection anniversaire, du coup, La naissance de Venom par McFarlane. Et putain, le récit, j'avais kiffé de ouf. Et j'avais acheté en occasion ce bouquin à 26 balles, je crois, dans la foulée. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Elle était un peu longue. Je ne sais pas ce qui arrive sur la chaîne. J'avais préparé une vidéo sur Catwoman. Elle est tournée, mais en fait, je ne sais pas si je vais la publier parce qu'elle est trop longue pour pas grand-chose. Enfin voilà, ayez de bonnes lectures. On se retrouve très bientôt pour peut-être du Captain America Brubaker, peut-être la suite de la collection Hachette. On verra, ça dépend aussi du temps que j'ai à accorder aux vidéos. Ayez de bonnes lectures les gars, et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.